Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous et dans la bonne humeur. Quant à notre invité fil rouge, c'est un virtuose du kitesurf, le recordman du monde de vitesse à la voile handisport s'il vous plaît. On en oublie que le breton Chris Ballois est privé d'avant-bras gauche depuis sa naissance. Mais avec de telles performances, bien écoutez, voilà, tout est dit. Il se lance encore un nouveau défi en ce mois de juin autour des îles du Ponant, une zone réputée compliquée du fait des courants. Eh bien, rien ne l'arrête, Chris Ballois, il nous en parlera tout à l'heure. Bienvenue à tous. On va démarrer cette belle journée avec un homme chaleureux. Bonjour Chris Ballois. Bonjour. Alors, vous êtes recordman du monde de vitesse à la voile handisport. Oui. Vous avez beaucoup travaillé pour ça. On va évoquer votre parcours. Mais avant ça, on aimerait en savoir plus sur vous. Alors, c'est pour ça qu'on vous a proposé de tirer un petit papier. Et il y en aura un deuxième à suivre. Allez, on va regarder tout ça. Prothèse myoélectrique. Racontez-nous. Alors la prothèse myoélectrique, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui les prothèses e-bioniques, hein, c'est le début. Une prothèse myoélectrique, c'est le principe d'avoir des capteurs posés sur le membre et en agissant en fait sur les capteurs, en mettant de la pression, donc en contractant un muscle, on va faire agir un moteur. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'ai eu, mais j'ai eu. Vous avez été l'un des premiers à en porter. On était deux en France, à les porter. Bon, maintenant il y a une trentaine d'années, un petit peu plus, mais c'était effectivement le côté précurseur de ce système-là. Et voilà, donc c'est. Et les prothésistes vous disaient, il faut pas abîmer la prothèse, attention. Alors c'est toujours le problème, c'est qu'à cette époque-là, je pense que ça a évolué aussi, mais à cette époque-là, il fallait effectivement en prendre soin. Ça coûtait très cher, c'était très fragile, et c'est vrai que moi, mes activités sportives à l'époque, je faisais du BMX, et moi, ma vision de la prothèse, c'est qu'elle doit m'aider, c'est-à-dire qu'elle doit m'apporter quelque chose. Et là, c'était quelque chose qui était plutôt très sensible. Il fallait en prendre soin, donc voilà, c'était les limites. Donc on a eu Donc vous l'avez abîmé gaiement en faisant du BMX. Je l'ai abîmé gaiement, ils l'ont réparé, je l'ai abîmé. C'est sans fin. C'est sans fin, mais vous étiez déjà un fanat de sport. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on en reparlera tout au long de cette émission. Vous tirez un deuxième petit papier si vous voulez bien. Et on va voir un petit peu où ça nous amène. L'ISVA. Alors l'ISVA, c'est l'Institut supérieur de vente automobile qui se situe à Saint-Brieuc. C'est quelque chose que j'ai fait après ma terminale. Voilà, j'avais envie de rentrer aussi dans le monde du travail. Clairement, moi, j'étais arrivé aux limites du monde scolaire tel qu'on le connaissait, en tous les cas à l'époque. Et l'ISVA, c'est un institut où on travaillait vraiment avec des professionnels et qui était en alternance en fait avec l'entreprise, donc les concessions automobiles, et l'école. Donc là, j'avais affaire à des vrais professionnels. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir, en tous les cas, sur la partie professionnelle. Oui, alors c'était surtout une façon de quitter Versailles et d'arriver en Bretagne. Bah, tout était bon pour se rapprocher de la mer. Finistère et des Côtes d'Armor, puisque l'école se trouve à Saint-Brieuc. Tout à fait. Bon, on évoquera tout ça avec vous. Tout est là, en gros, votre âme d'entrepreneur et votre côté sportif, athlète même. On l'évoquera tout au long de cette émission. Comment vous jugez, Chris, le regard justement sur le handicap aujourd'hui en France ? Il est un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, en retard par rapport aux pays anglo-saxons ou aux pays du nord de l'Europe. Clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'espère y contribuer comme Tristan. Voilà, je pense que vraiment, de montrer par le sport, on arrive à faire pas mal de choses. Parce qu'on montre de l'image, on montre du visuel, on montre quelque chose d'attractif, de joli. Et finalement, comme tu disais tout à l'heure, on en vient à oublier complètement le handicap. On voit le sportif, on voit pas le handicap. Donc l'important, c'est d'arriver à faire transmettre ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est valable sur la performance sportive, c'est valable sur la performance professionnelle, c'est valable sur, on va dire, la personnalité de la personne, mais c'est tout ça qui veut faire changer le regard sur le handicap. Et j'espère qu'on arrivera à arriver au moins au niveau, au statut de ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, où on a des athlètes, mais on a aussi des artistes handi, et on voit l'artiste, on voit le sportif, et le handicap, il passe en deuxième partie. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que la société française est en train d'évoluer dans le bon sens. C'est un petit peu lent à mon goût. Voilà, on essaie disons tous, qu'il y a un réel engouement du public pour ce, oui, voilà, c'est ça qui est ce type de compétition, mais il y a quand même... C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, le grand public, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir quand je sors de l'eau, qui me disent c'est génial ce que vous faites, parce qu'ils ont vu d'abord quelqu'un qui faisait du kitesurf, et après ils se sont dit tiens, il lui manque un bras, un truc de fou, quoi. Et donc on a aujourd'hui, le public est vraiment réceptif à tout ça. Mais, on va dire, la politique de manière générale ou les entreprises, sur la manière de communiquer, sont encore un petit peu réticents. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, je pense que c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on le fait, est-ce que c'est une bonne chose de le faire, est-ce que ça va bien être perçu. Donc c'est tout ça qu'il faut changer.
Et on avance petit à petit. Voilà, aujourd'hui, moi, je travaille aussi avec des partenaires qui sont des entreprises et qui ont compris, voilà, que c'est quelque chose qui est important au niveau sociétal aujourd'hui et qu'on peut effectivement évoluer là-dessus. Et ce qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui, en termes de communication, on va pouvoir communiquer sur le commerce équitable, sur le rejet de CO2, sur plein de choses. Et le handicap, hop, on a encore un petit step à passer. Ouais. Et puis le soutien financier, c'est pas évident justement de le trouver. C'est pas Malgré évident. les discours, Oui, on va oui, vous oui, soutenir, etc. Dans la réalité, c'est plus compliqué. C'est toujours compliqué. C'est compliqué pour les sportifs en France, enfin de manière globale. Et c'est encore plus compliqué pour les sportifs handisport. Mais on y arrive et je pense que ça ne fait qu'évoluer. J'espère qu'on va pouvoir accélérer très très rapidement. Eh bien, en tout cas, on souhaite bonne chance à Tristan. Et puis Merci. encore bravo pour d'être arrivé à ce niveau de compétition. Vous nous tiendrez au courant, Il n'y a pas de en problème. juillet. Merci beaucoup, Merci. Tristan. Alors, vous, Chris, comment vous êtes arrivé à la compétition? Parce que bon, on l'a bien compris, très jeune, vous êtes intéressé à la planche à voile, le vent, la mer, c'était votre passion. Comment vous vous êtes lancé? Est-ce que c'est lié justement à votre activité en entreprise? Alors, au départ, c'est lié parce qu'on a envie de se comparer. Puis on est entre potes. Voilà, j'ai fait du BMX, donc on a fait des petites compétitions, voilà, comme ce qu'on voit aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Je suis passé à la planche à voile dans les années 80 parce que c'était le sport commun. Tout le monde avait une planche à voile, toutes les familles avaient une planche à voile sur le toit. Et donc j'ai commencé à faire des compétitions. Et effectivement, dans mon sport, enfin dans les sports alternatifs que je pratique, la planche à voile ou le kitesurf, il n'y a pas de compétition handisport pure. Donc sur les records, effectivement, sur un record du monde, il y a une catégorie handisport voile globale, mais par pas en contre, kite. voilà, sur les compétitions, moi, je pratique avec les valides. Donc pour moi, c'était une chance parce que clairement, ça m'a tiré vers le haut. Je pense que ça a apporté des choses aussi aux personnes qui étaient valides, qui concourent avec moi. On concourt à armes égales. Voilà, j'ai un bras en moins, mais après ça, on fait complètement abstraction. Et l'année dernière, donc fin d'année 2016, au championnat du monde, donc valide, de vitesse kite, je suis 7e mondial. C'est incroyable. Voilà, donc c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, tout sport confondu, de ce type de niveau mixte handi valide. Et voilà, je pense que c'est super intéressant. Voilà, donc il faut ça. Et après, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est cette mixité dans les compétitions. Et après, évidemment, de faire une extraction des classements hommes, femmes, handi, etc. Mais par contre, de participer tous ensemble au même moment. Alors justement, on va vous retrouver en 2014. Notre confrère Gilles Lemorvan vous avait suivi et on en reparle juste après. Christophe Ballois, à Morlaix, retour au pays après une belle escapade en Namibie où le kitesurfer breton vient d'accomplir un authentique exploit. Hi everybody, I'm Chris Ballois, French rider in kiteboarding. C'est ici, sur le canal de Luderitz, au sud de l'Afrique, qu'il s'est attaqué au record du monde de vitesse, catégorie handisport. Vous avez sans doute remarqué, Ballois n'a qu'un bras. Handicap qui ne l'a jamais empêché d'être un sportif de haut niveau, de rivaliser avec les valides. Il fut dans les années 90 parmi les 10 meilleurs Français en windsurf, avant de se mettre au kite et désormais à la vitesse. La première difficulté sur la vitesse, parce que pour moi, c'est que ce qu'on appelle les runs, c'est-à-dire vraiment les endroits de record, sont tribord à mur, c'est-à-dire le vent qui vient de droite. Alors ça paraît une anecdote pour ceux qui ont les deux mains, mais moi ça veut dire que je suis obligé de piloter avec la main croisée. Alors pour donner un ordre d'idée, c'est comme si on pilotait une voiture radiocommandée à l'envers qui vient vers vous, donc les commandes sont inversées. Là c'est parti, donc là c'est la zone d'accélération. Pour être franc, en kite, il n'y avait d'ailleurs pas vraiment de record handisport. Ballois est un extraterrestre, un corps d'athlète, un mental d'acier. À Luderitz, il a atteint 42 nœuds, 94, environ 80 km/h. C'est énorme. Dommage qu'il se soit blessé ensuite et qu'il ait dû renoncer à une nouvelle tentative. Mon handicap au départ, c'est ce qui s'appelle une agénésie en fait de naissance, donc c'est l'absence de l'avant-bras gauche. Donc voilà, ça c'est on va dire le handicap de naissance, ce qui explique que je pilote tout de la main droite. Et là, donc, suite à une chute à l'entraînement à 2 jours après le record, bah là, je me suis démis l'épaule droite. Donc là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi, ouais. Privé de kite. Ça va mieux l'épaule? Ouais, ça va mieux, ça se remet. Bon, voilà, ça a mis du temps. On est à 2 ans, un petit peu moins de 2 ans après la chute. Mais ouais, les épaules, c'est très très long. C'est douloureux et c'est très long. Bon, alors le record reste inégalé, on est bien d'accord? Exact. Ouais. Vous avez toujours ce fameux record du monde? Je suis toujours détenteur du record du monde, ouais. Comment vous vous préparez? Alors ça dépend. Sur les records du monde de vitesse, c'est un petit peu particulier parce qu'on est... voilà, l'objectif, c'est d'être le meilleur sur 500 mètres.
Donc le chronométrage, il est entre 2 caméras espacées de 500 mètres. Donc c'est la moyenne en fait qui compte. Après, donc là, c'est l'entraînement de vitesse, c'est d'aller le plus vite, beaucoup de travail sur le matériel, sur le physique également et sur le mental. Et puis sur les défis, c'est un petit peu différent parce que on a beaucoup de préparation en amont qui est différente. Sur un hardcore, on a une organisation qui s'occupe de tout. On arrive à l'hôtel, voilà, on se prépare, mais on est vraiment déjà dans une bulle. Et c'est très court, hein. Un record du monde, c'est 20 secondes. À 80 km/h, c'est 20 secondes. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée, c'est comme si on roulait en voiture à 80 km/h dans un chemin de terre. La largeur, c'est à peu près ça. La sensation de vibration, c'est à peu près ça. Donc c'est très court, mais c'est très intense. Donc il y a une sensation d'accélération énorme. Ouais, on double la vitesse sur quasiment 10 mètres. Donc c'est une accélération qui est gigantesque. Et le risque, en fait, il est énorme puisqu'on est entre deux berges. Donc on est sur à peine 10 mètres de large. Donc voilà, c'est un autre risque. Après, sur les défis... Alors là, le prochain que vous allez mener, hein, c'est au mois de juin. Ce sera du 3 au 10 juin. Un nouveau défi. Alors cette fois-ci, c'est en haute mer. Ça n'a rien à voir avec le défi côtier. Voilà, c'est complètement différent. Autre préparation. Alors, autre préparation. Donc le défi, c'est départ de Brest le 3 juin, donc samedi prochain. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à Lorient en passant par les îles du Ponant. Donc les îles du Ponant, on a en l'occurrence sur ce tracé-là, Molène, donc ça va faire Brest, Molène, Ouessant, Île-de-Saint, Groix, Saint, les Glénans, Groix, Belle-Île, Édie, Couat et retour à Lorient. Ouais, c'est un périple un peu compliqué. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de haute mer, puisque entre Ouessant et Saint, on est à 25 km au large. Donc c'est. Il faut pas se rater. Là, on est vraiment. Ouais, c'est une autre préparation. Vous êtes en autarcie, quoi, vraiment. Alors on est en autarcie sur le parcours, donc il faut rien oublier. Clairement, la préparation, c'est ça. Et puis voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de mois de préparation. Moi, je travaille dessus depuis décembre. Donc c'est beaucoup de préparation, c'est un travail il faut penser à tout, c'est-à-dire il faut penser aux différents types de vent, parce que vous ne pourrez pas changer de voile en plein milieu de l'océan. Non, alors on ne peut pas changer de voile. Une fois qu'on est parti d'une île, hein, il faut garder la même aile en fait, jusqu'à l'arrivée. On peut changer éventuellement le type de flotteur pour gagner un petit peu en confort ou gagner en plage de vent, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc tout part comme ça. Et vous aurez un GPS sur vous, malgré tout? Alors j'ai un GPS, j'ai une montre GPS, j'ai une VHF en cas de problème, vraiment s'il y a un problème. C'est une opération que je fais en partenariat avec la SNSM, donc c'est une énorme chance. Enfin, je suis vraiment hyper content pour ça. Et donc j'ai un bateau de la SNSM qui me suit sur chaque tracé, donc j'ai les meilleurs bateaux et j'ai les meilleurs pilotes. Ça va, avec ça devrait marcher. Ça devrait être pas mal. Et puis, pourquoi vous avez choisi cette période du mois de juin? Alors la période du mois de juin, elle est favorable en termes de température. La première chose, c'est ça. Elle est favorable en termes de conditions météo. Voilà, c'est un moment où il fait pas trop froid, pas trop chaud. Il y a souvent du vent. C'est une période où il y a beaucoup de vent, pas trop fort, mais pas trop faible non plus. C'est essentiel, en kite quand même. Ce qui est essentiel, voilà, il faut qu'on ait du vent toute la semaine, puisque c'est des dates qui sont bloquées. C'est une période qui a été choisie également parce qu'on avait des faibles coefficients de marée. Donc il faut savoir qu'on va passer quand même Ouessant-Molène, c'est des zones à fort courant, c'est très très compliqué. Le Ratsin, donc une zone super compliquée. Super dangereuse. Donc moins on a de marnage, plus on a des bacs OF et moins on a de chances d'avoir des courants élevés. D'accord. Alors vous avez un autre projet en parallèle que vous menez avec votre meilleur ami Christophe Martin. C'est un kite boat speed. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce projet. Alors le kite boat speed, c'est un bateau. C'est ce qu'on appelle un tripode. C'est un bateau à 3 coques qui est aérotracté, donc qui est tracté par des kites. Au départ, l'approche qu'on a eue par rapport à ça, c'est voilà, mon meilleur ami qui s'appelle Christophe Martin a eu un grave accident de VTT il y a une dizaine d'années. Il s'est retrouvé en fauteuil. Partant de là, une fois que on va dire les premiers mois de rééducation ont été faits, la question c'était comment on retourne au sport. Voilà, c'était un athlète aussi, il faisait du kitesurf, il faisait de la planche à voile. Comment on arrive à retourner au sport. Et il a créé un châssis pour pouvoir faire du kite assis. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était comment on peut refaire du kite à haut niveau de manière safe et à deux. Et donc on a créé ce support-là qui s'appelle le Kite Boat Speed, qui est un bateau donc tracté par une aile qui navigue parfois avec des foils, parfois sans foils. Et on l'a créé en 2008, donc il y a quasiment 10 ans. On avait un bateau aérotracté, donc le premier bateau aérotracté performant sur foil. Mais on était très très en avance. Voilà, il y a 10 ans. 10 ans d'avance. Bon, rien que ça. Ouais, c'est assez compliqué. C'est que on faisait du bateau aérotracté sur foil.
À aujourd'hui, voilà, la Coupe de l'América a montré que les bateaux pouvaient être performants sur foil et c'est génial. Le kite foil, ça fait voilà, des années qu'on travaille dessus et ça a vraiment démocratisé le foil. Et puis sur la partie, voilà, le Vendée Globe a montré aussi qu'on pouvait faire du foil en haute mer. Mais c'est très très récent finalement, la démocratisation aux yeux du grand public du foil. Voilà. Et puis bientôt peut-être aux Jeux Olympiques. En tout cas, vous militez En tous les pour. cas, voilà, on milite pour voilà, le Paris 2024. Je serai présent le 22 et 23 juin pour la candidature de Paris 2024 pour la voile à Paris, île de la Cité. Parce que le kite, maintenant, on précise bien, depuis janvier 2017, intègre la fédération française la fédération, de voile. De voile, ouais, tout à fait. Donc c'est une très bonne chose. L'objectif, c'est sur le bateau notamment, c'est de rassembler un bateau et un kite, donc c'est plus simple. Et puis voilà, on espère effectivement que ce type de support va pouvoir aller un jour Jeux paralympiques, Jeux olympiques, enfin d'avoir des supports en fait qui sont, au départ on l'a créé effectivement pour des personnes en situation de handicap, mais le support est super intéressant parce qu'il est facile, il est ludique, et donc voilà, ça apporte beaucoup de choses. Et puis pour en revenir à ce défi, voilà, c'est un défi qui part samedi et c'est voilà, je l'ai fait aussi pour la CDA, qui est l'association qui gère les personnes qui sont en situation de handicap, mais sur les malformations de membres congénitales, donc ce que j'ai. Donc c'est une absence d'une main, d'un bras, etc. Et c'est voilà aussi pour mettre un focus là-dessus, parce qu'on espère qu'il y ait de la recherche là-dessus. Aujourd'hui, il y a très peu de recherche sur la génésie, et on espère vraiment qu'il y ait un moment, un médecin, quelque chose qui se dise, ok, on va essayer de trouver des solutions, parce qu'on a quand même 370 cas par an en France, c'est loin d'être négligeable. Et puis, bien sûr, vous militez également via votre société, Handi Consulting. Oui, tout à fait. Faire changer le regard sur le handicap et montrer qu'on peut faire rimer performance et handicap. Oui, parce que Handi Consulting, voilà, moi j'interviens. Alors, il y a 3 activités. Il y a la partie sportive d'athlète qui fait de la communication. Il y a la partie, effectivement, recherche et développement sur des supports nouveaux pour tous. Et puis, c'est aussi des interventions en entreprise. Alors, je travaille sur du handicap, bien sûr, mais sur le management, sur la performance. Et c'est de montrer que, finalement, une personne en situation de handicap, elle est avant tout différente. Et on est tous différents. Et si on met en avant, si on va dire, on optimise, en fait, cette différence, on va créer on va donner de la créativité et on va pouvoir, en fait, être différent des autres entreprises. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est qu'elle est différente de ses concurrents. On peut faire un parallèle très simple avec l'automobile. Ce qui se vend aujourd'hui, c'est des SUV, c'est des voitures qu'on peut personnaliser. La différence, c'est ça au final. Voilà. Différent, mais finalement tout aussi performant. Tout à fait. Vous n'êtes pas tellement concerné par le stress, Chris, on n'a pas l'impression. Peut-être quelques jours avant votre défi. Enfin, vous, c'est pas un stress post-traumatique, on ne va pas parler de ça. Alors voilà, là c'est évidemment bien différent. Après, quand on travaille un peu sur soi, en fait, le stress, c'est un élément, c'est un témoin en fait d'alerte. Donc normalement, quand on est stressé, c'est que on n'utilise pas le bon mode de fonctionnement personnellement. Donc dans le sport, alors il y a quelque chose je pense que certains sportifs, c'est un automatisme en fait de réagir comme ça. Mais finalement, ça se traduit aussi dans la vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est de se dire à un moment, si on est anxieux, c'est qu'on n'a pas la bonne réaction par rapport à la problématique qui se pose. Et c'est vrai que dans le handicap, souvent on est confronté à plein de situations stressantes, entre guillemets, mais on va dire, voilà, moi je veux ouvrir une porte où il y a besoin de 2 mains parce qu'il y a un système de verrou. Oui, dans l'absolu, c'est un système stressant. Mais les personnes en situation de handicap, pour qui il y a déjà un certain vécu, vont toujours anticiper. Et donc, on a toujours un plan B. Donc, c'est un peu comme en mathématiques, il y a une route A, et puis il y a un chemin B, un chemin C qui existe, qui arrive au même résultat, mais sur une autre alternative. Donc, l'approche, c'est de se dire, face à une situation, on essaie toujours d'anticiper des problématiques. Donc, dans le sport, là, on est sur sur des sports où il y a énormément de paramètres changeants. Donc, on est tout le temps sur un mode adaptatif, complètement. Et donc, voilà, il faut juste admettre que le stress, c'est juste, je ne fonctionne pas de la bonne manière, donc je change de fonctionnement. Alors, ça implique qu'on a un petit niveau de stress, mais tout de suite, il faut switcher. Ouais. On va tout de suite recevoir Éric Pinault qui va nous présenter les titres du jour. Bonjour Éric.
Eric, sportif devant l'éternel. Le journal va aussi nous faire prendre la mer, pas l'eau, hein, la mer. Oui, c'est tout à fait différent. Ce sera pour 19h cette fois. Une équipe de reportage vient d'embarquer avec Thomas Coville sur le maxi trimaran Sodebo Ultime. Pas de tentative de record du reportage le plus rapide du monde, hein, mais Coville va revenir sur son record justement du Tour du monde à la voile en solitaire qu'il a établi à la fin de l'année dernière. Alors, un record qu'il a repris à Francis Joyon. Effectivement, et de quelle manière, hein, puisqu'il est passé sous la barre des 50 jours, précisément en 49 jours et 3 heures. Il a atteint le Graal de tout marin, inscrire son nom à un trophée. Alors, quels sont ses projets aujourd'hui? Comment il a digéré son record? Est-ce que sa vie a changé? Il va le confier à notre équipe composée d'Adélaïde Cassier et Jean-Michel Piron. À coup sûr, de belles images à découvrir dans le journal de 19h. Merci beaucoup Eric, merci infiniment et merci et bonne journée. J'en connais un autre qui a inscrit son nom à un record, voilà avec nous, il s'appelle Chris Ballois. Avant votre prochain record, allez, de samedi, quel est votre adage? Vous avez une maxime, quelque chose qui vous accompagne toujours? Ouais, la maxime, c'est force et honneur. Alors, c'est un peu particulier, ça fait peut-être un peu militaire. Mais c'est pas du tout l'objectif. Non. La force, parce que, voilà, faut aussi être fort dans le sport. Et on le voit avec Thomas Coville, qui a mis des années. Enfin, moi, ce que je trouve génial dans cette aventure, pour l'avoir suivi jusqu'au bout, c'est qu'il a mis beaucoup de temps. Ça montre qu'un record, c'est pas si simple à battre. Et il a eu la confiance de ses partenaires. Et quand on voit à l'arrivée, avec le patron de Sodebo, voilà, la relation entre le skipper et le partenaire, voilà, rien que pour ça, c'est génial. Donc voilà, c'est une relation de confiance. Et après, voilà, pour revenir sur cet adage, c'est que la force, effectivement, il faut une certaine force physique. Il faut aussi une grosse force mentale. Parce que, il y a beaucoup de fois où on chute pour arriver à ce genre de record. Donc ça, c'est important. Et puis honneur parce que voilà, on est avec des concurrents, d'autres sportifs, et il faut aussi respecter les autres. Donc on peut être le meilleur, mais en respectant les autres. Voilà. On essaye, j'essaye de m'en rapprocher en tous les cas. Sur cette jolie maxime, on peut être le meilleur, mais en respectant les autres. Merci beaucoup, Chris Ballois, d'être venu jusqu'à nous. Donc bonne chance pour votre nouveau trophée intérim du 3 au 10 juin. Il faudra le suivre et vous viendrez nous en reparler au retour. Bien sûr, avec grand plaisir. On fera ça. Allez, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve jeudi 9h50. Ce sera une spéciale sur les estivales du rire de Dinard. On devrait bien rigoler. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.